Dans le contexte occidental qui fait l'objet de notre communication, un animal de ferme classique, voire paradigmatique de la rente fermière, ici le bœuf, là le coq, des animaux qui sont carrément des symboles de la ferme, qui deviennent sélectionnés et élevés dans le but de maximiser leur agressivité. Ce qui est tout un paradoxe. Donc si le principe de la domestication consiste en général à atténuer par la familiarisation l'hostilité de certains animaux ou leur instinct défensif afin d'en tirer une valeur économique, soit en force de travail, soit en quantité de nourriture, le concept d'animal de combat en constitue le renversement dialectique. Cependant, de tels animaux relèvent bien d'un système domesticatoire, et ça aussi Digard l'avait bien montré, le montre bien d'ailleurs toujours. Sélection et naissance dirigée par l'homme, conduite, ménagement, entretien, gestion cyclique de la vie et de la mort. On a vu ça aussi bien dans le Valais qu'en Camargue, dans les Landes, en Andalousie, aux États-Unis, etc., pour le rodéo. Alors, pour comprendre un tel paradoxe anthropo-économique, qui revient à valoriser le contraire du sens commun utilitariste de la notion de domestication, donc on domestique et on élève pas pour un sens utilitariste, mais pour un sens de loisir, et en plus de loisir, en fait, où l'homme se met en danger par rapport à l'animal, donc c'est tout un paradoxe, où l'homme fait combattre des animaux, il faut commencer par rappeler l'importance cruciale du bovin et du bétail en général dans les économies de l'ancien monde. Quand j'entends par ancien monde, l'ensemble eurasiatique, le monde méditerranéen et l'Afrique. Et ça, à partir de la révolution néolithique. Le bétail, en fait, est à l'origine du capital. À l'origine, l'étalonnage de la valeur économique se fait à l'aune du gros bétail, ainsi que le révèle l'étymologie comparée des langues européennes, où on voit donc des termes comme pécuniaire en français ou pecuniary en anglais, qui viennent du latin pecunia, qui signifie argent, propriété, richesse, qui vient lui-même de pecu, troupeau, bétail. L'espagnol ganado, qui signifie bétail, est la forme nominale du participe du verbe ganar, qui veut dire gagner, tandis que l'anglais cattle, bétail bovin, est issu de l'anglo-français cattel, propriété, soit un vocable dérivé du latin médiéval capitale, qui donnera les modernes capital et capitalisme. Dès l'abord de son classique vocabulaire des institutions indo-européennes, Benveniste livre une analyse magistrale de la relation entre bétail et richesse, et en particulier du probaton grec, un vocable qui signifie le bétail en général, mais aussi par métaphore, une puissance qui marche, une richesse en mouvement, soit un bien meuble, un capital. En vieil anglais, feo, une racine du mot fee, qui signifie honoraire, droit, mais aussi bien acquis par héritage, signifie la possession de bétail et par extension la propriété en bien ou en argent. Fé, en vieux norrois, signifie bétail, bien, possession. Foreyard, en féroïen, les îles ou moutons, ou les îles du bétail. Aujourd'hui encore, en islandais, l'expression ao hafa mikio fe, avoir beaucoup de moutons, signifie avoir beaucoup d'argent. Je remercie Christophe Pons, grand spécialiste de ces zones, de m'avoir donné ces informations. Une autre racine du même mot est le vieux français fieu, qui est racine de fief, soit un concept associé à la fois à l'appartenance familiale, au fief comme patrimoine et à la possession de terres et de bétail, qui en est le corollaire. Cette dernière étymologie est typique du rapport que les sociétés de l'Ancien Monde ont établi entre le droit de propriété, le bétail, le territoire et l'identité lignagère, un rapport dont est issue la notion de race au fondement de la hiérarchie des sociétés européennes dominées par l'aristocratie. Au premier sens de la race, c'est la famille aristocratique, c'est le lignage aristocratique. Dans une petite note de 1905, Arnold van Gennep proposait une analyse pénétrante de la relation entre les marques d'animaux domestiques, les marques que les éleveurs apposent sur les animaux domestiques, le lignage, la hiérarchie sociale et la monnaie. Et je passe sur les détails de cette analyse, mais c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment, la relation entre l'origine de la monnaie et l'origine du marquage des animaux, et la relation entre les animaux d'élevage et le capital et le système capitaliste à sa base. Partout, en fait, où la société s'est subdivisée en classes, la marque de propriété familiale ou domestique a pris la signification d'une armoirie. Ainsi, le langage héraldique, qui ouvre au symbolique et à l'honneur, par-delà même des critères utilitaires de la rentabilité.
la propriété de l'animal est un honneur, donc est une valeur symbolique, hein, qui dépasse la valeur purement utilitaire de la possession, disons, foncière, ou de la possession utilitaire, ou de la maîtrise utilitaire de l'animal. L'honneur renvoie évidemment à la fameuse classe de loisirs, chère, enfin pas chère, mais stigmatisée par Thorstein Veblen, hein, et précisément, on est là au cœur de nos problèmes. Alors, je vais parler des taureaux dans l'arène, hein, qui évidemment, dans l'élevage du taureau de combat, le marquage du bétail au fer rouge et l'entaille aux oreilles se font traditionnellement lors du passage saisonnier du printemps tardif, mai-juin, avant l'entrée dans la pleine saison d'activité, la temporade, comme s'il s'agissait d'inaugurer la réussite, et donc celle de l'élevage, en quelque sorte un rite propitiatoire. De fait, il entre dans une logique ritualiste, hein, mais aussi dans une logique de commercialisation, comme on le voit en Camargue, où les manadiers louent l'espace de leur masse pour des activités de loisirs et de restauration à l'occasion de leur ferrade. Donc c'est l'occasion de la ferrade, une pratique utilitaire, marquer leur bétail, leur signe, est en même temps une affirmation ostentatoire d'un privilège héraldique, hein, de marquer le bétail, et en même temps on commercialise l'événement et on fait de la restauration. Ce sont des associations, des clubs de foot, toutes sortes de gens qui, vous et moi, si vous voulez, demain on peut aller louer une ferrade en Camargue et c'est fait une journée champêtre très agréable. Alors, dans la tradition hispano-andalouse de l'élevage pour la corrida, le fer est chargé d'une valeur symbolique et de la valeur économique d'un capital dont la fluctuation dépend du rapport entre le prestige héraldique de la lignée des taureaux de combat et les performances des produits sur le marché du spectacle. Donc on voit ici l'hybridation de ce que Louis Dumont appelait le concept holiste, hein, un concept holiste et généalogique de l'élevage, la race du taureau de combat, le tronc, la caste, hein, tous ces termes techniques qui sont des projections enfin d'un langage aristocratique sur l'élevage du taureau, qu'on retrouve aussi sur l'élevage du cheval andalou, hein, en même temps la logique individualiste, toujours pour reprendre la dualité chère à Louis Dumont, la logique individualiste de l'économie de marché, puisque c'est des manières de distinguer, hein, ces termes, ces concepts aristocratiques sont des manières de distinguer la valeur économique des élevages sur le marché. Hein, voilà. Alors, dans le cas de l'élevage camarguais, on a une inflexion vers le modèle individualiste, dans la mesure où non seulement il y a une race générique, la race Camargue, dans lequel s'inscrivent tous les élevages du taureau camarguais, mais en même temps, chaque grand manadier, chaque manadier prestigieux, est censé avoir donné naissance à une race particulière. Alors, il y a la race de Laurent, la race de Lafont, la race de Blatière, la race d'Auvanel, etc. Ce sont des races individuelles de chaque manadier, en quelque sorte. Et évidemment, ces races sont associées à certains cocardiers qui sont les taureaux héros de l'arène, hein, certains cocardiers vedettes, hein, et qui font le prestige d'une race particulière. Ces cocardiers, leur valeur locative est liée à leur performance dans l'arène et aux titres de gloire qu'ils ont conquis individuellement, lesquels titres de gloire sont aujourd'hui dans le rituel de la course tel qu'il s'est développé aujourd'hui avec le développement du spectacle. Eh bien, le palmarès de chaque grand taureau qui rentre dans l'arène est aujourd'hui récité, hein, comme une litanie par le speaker, justement, au moment où le taureau vient de rentrer dans l'arène et avant qu'il commence son quart d'heure de course, eh bien, il récite son spectacle, il a obtenu tel prix, son palmarès, pardon, il a obtenu tel prix telle année, il a gagné tel trophée en telle année, etc. Et suivi par les applaudissements en général de la foule avant même que le taureau ne court. Alors, un autre cas particulier, c'est celui du bucking bull américain. Le bucking bull, c'est le taureau de rodéo. Et le taureau de rodéo, le taureau qui est monté, hein, le taureau de monte. Dans ce qui est devenu aujourd'hui, dans le rodéo américain, l'exercice le plus populaire et le plus générateur de devises. Hein, et donc, on a là une intensification de
de l'individualisme dans le cas du Bucking Bull américain, dans la mesure où ce taureau de monte, quand il est célèbre pour être est célèbre pour être un taureau très difficile à monter. Et vous savez, dans la règle du rodéo américain, le monteur de taureau doit tenir 8 secondes sur le dos du taureau en se tenant d'une seule main au flank strap, enfin à la sangle qui entoure les flancs du taureau. La poitrine du taureau, pardon. Et donc, 8 secondes, ça peut vous paraître très très court, mais pour celui qui est sur le taureau, un taureau d'une tonne, et qui bondit dans tous les sens, extrêmement méchant, sélectionné pour ça, sélectionné de manière génétique, avec programmé, enfin pour être très très méchant quand on le monte. Eh bien, évidemment, c'est très long pour le monteur. Ils le disent tous d'ailleurs, quand on est sur le dos du taureau, c'est extrêmement long. Donc, il y a des taureaux qui sont tellement méchants et dangereux qu'ils n'ont jamais été montés 8 secondes. Le jour où un monteur arrive à l'exploit de les monter 1 seconde, alors c'est un événement historique. Et puis la cote du monteur, du coup, grandit, mais surtout la cote du taureau qui n'a jamais été... qu'on n'a jamais pu monter 8 secondes, alors là, elle est extrêmement élevée. Et un tel taureau, il y a une plus-value extraordinaire. Et surtout, ce taureau, dans le spectacle de rodéo, là, je dis qu'il y a une intensification de l'individualisme, c'est-à-dire que, certes, le taureau appartient bien à un éleveur, mais il peut appartenir aussi à monsieur tout le monde. Si vous êtes monsieur, je ne sais pas moi, monsieur Donald Trump, qui a pas mal d'argent, il peut très bien demain acheter un taureau vedette. Et il y a un éleveur malin qui va lui vendre, on peut vendre jusqu'à $1 million des taureaux célèbres de rodéo. Donc une plus-value fantastique. Et donc, le rodéo aux États-Unis, c'est aussi une foire. Et ça n'a pas perdu ce côté de foire. Vous arrivez avec un paquet de fric, vous voulez vous payer un taureau de monte, vous voyez un super taureau dans l'arène, vous allez voir l'éleveur et vous réglez ça avec l'éleveur. Et le gars, alors il va peut-être demander très très cher, mais si vous avez l'argent, il ne voit pas d'inconvénient à vous le vendre. Et donc il y a un peu comme dans les équipes de foot, on vend des joueurs, il y a un peu cette logique-là. Voilà. Et en même temps, c'est le système sportif là, qui est très développé dans le cas du rodéo. Le rodéo, ce sont en fait, ce sont des challenges sportifs. C'est le modèle sportif américain avec non pas une fédération générale, mais plusieurs compagnies privées, commerciales, qui sponsorisent des championnats particuliers. Et donc on trouve la même chose dans le baseball, dans le football américain, et là, dans le cas du rodéo, on est dans le modèle du sport. Donc, dans le modèle du spectacle, loisir mise en scène, et modèle du sport. Voilà. Dans tous les cas, quel que soit le type de taureau de combat, ce qui est frappant, c'est le niveau extraordinaire de la plus-value de l'animal de combat par rapport à l'animal de rente. Alors, j'ai pas de chiffres, mais hier, il y avait des chiffres qui étaient annoncés, on disait 10 fois plus, à peu près, une bonne... donc, on n'est pas loin de ça. Un taureau de corrida qui va combattre pendant une demi-heure dans l'arène et puis être mis à mort, vaut en moyenne un taureau 10 000 euros, à peu près. Un quart d'heure de course à la dernière finale du Trophée des As, qui est la grande course de la finale des courses camarguaises qui a eu lieu il y a 15 jours, les taureaux vedettes qui étaient à l'affiche se louaient 5 000 euros pour courir un quart d'heure. Et là, ils sont loués, ils ne sont pas mis à mort, ils font carrière, donc c'est beaucoup plus rentable. Mais évidemment, ça, ce sont les taureaux, c'est au plus haut niveau. Là, je donne les chiffres vraiment au plus haut niveau. 10 000 euros pour un taureau de corrida, c'est une moyenne, à peu près. Quoi. Et les taureaux se vendent par lot. Ouais. Ils se vendent par lot. Non, j'aurais évidemment pas le temps de finir, mais bon, oui, j'ai compris. Voilà. Donc, au pays du T-bone steak et du hamburger, c'est-à-dire aux États-Unis, un bel Angus, un beau taureau Angus, viande de première qualité, se vend $2 000. Et je vous ai annoncé le chiffre de jusqu'à $1 million. J'ai vu un éleveur qui avait un des derniers grands taureaux là, de ces dernières années, qui disait pour $1 million, je lâche pas mon taureau. Donc là, j'ai vu vous pouvez acheter du sperme aussi sur Internet, de grands taureaux, de grands bucking bull. Et le sperme d'un grand taureau d'il y a 20 ans en arrière se vend jusqu'à $20 000 la paillette. Avec une paillette de sperme, vous n'êtes pas sûr d'avoir un grand taureau.
Donc vous voyez le niveau économique, hein, le niveau de la plus-value. Alors ce qui est étonnant dans le cas du bucking bull, du taureau de rodéo, c'est que c'est pas un animal de race comme l'animal de la corrida ou l'animal de la course camarguaise ou l'animal des combats de vaches d'ici. En fait, c'est un mélange. C'est un taureau croisé. Et c'est un croisement en fait, de race à viande en général. Hein, donc, dans lequel on peut avoir un petit peu de taureau espagnol de corrida, mais occasionnellement. Mais le plus souvent, c'est des croisements de race à viande, auxquels parfois avec hybridation avec du zébu, hein, qui est une autre espèce bovine. Et puis, il y a des phénomènes. Hein. Il y a des taureaux purs charolais, de pure race charolaise, qui sont des grands taureaux de rodéo, de grands bucking bull. Donc là, si vous voulez, on est dans une logique où on ne respecte pas le principe de séparation de l'animal issu d'une race spécifique pour le combat. Ici, en fait, on se trouve dans une logique de spéculation maximale. Hein, où, comme le disait Andy Warhol, tout le monde peut avoir son quart d'heure de célébrité, y compris un pur charolais dans le cas du rodéo. Alors qu'évidemment, dans la corrida andalouse, ce concept de l'élevage s'oppose radicalement à ce système ultralibéral américain. Non seulement il est impensable de présenter dans l'arène un taureau qui ne soit pas de pure race brava, mais lorsque l'animal manque de combativité, on le qualifie péjorativement de manso, c'est-à-dire domestique, châtré, hein, d'animal à viande ou d'animal à tirer des charrettes. Ce qui est une manière métaphorique de le renvoyer à la catégorie d'animal de rente, auquel le rodéo appartient, le taureau de rodéo appartient toujours fondamentalement. Alors, ce qui relie cependant les taureaux de combat des diverses traditions que j'ai évoquées ici, c'est que dans tous les cas, la plus-value de l'animal est liée au processus de distanciation du jeu d'arène d'avec son substrat utilitaire de la pratique d'élevage. Car si le spectacle trouve son origine dans les jeux de vacher, son orientation vers le sensationnel, voire vers l'esthétique dans le cas de la corrida, l'éloigne nécessairement du caractère quotidien et trivial de l'activité de vacher. Par exemple, dans le rodéo, on voit bien que le rodéo des années 1920-1930 mettait beaucoup en avant les techniques utilitaires de poursuite et de piégeage des veaux à cheval, de débourrage des juments, et a évolué après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à nos jours de plus en plus vers la mise en avant du jeu inutile par excellence, mais hautement spectaculaire et dramatique et valorisant sur le plan symbolique, qui est la monte des taureaux, hein, qui est une absurdité sur le plan de la logique utilitariste. Hein. La monte des taureaux, non pas pour se déplacer ou pour se transporter, hein, comme ça se fait en Inde ou en Afrique, mais simplement pour jouer avec l'agressivité du taureau. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, donc je voulais vous parler, il y a un cas particulier, c'est celui de la charreada mexicaine, qui paradoxalement met en valeur justement la qualité de vacher, mais qui est pratiquée par des gens qui sont précisément de la classe de loisirs. Donc c'est tout un paradoxe. Les gens qui sont de l'élite, hein, les charros mexicains en général appartiennent, c'est un sport d'élite, très très clairement. Je passe. Et pour arriver finalement à ce que j'avais promis, ce dont j'avais promis de parler, mais j'aurais pas le temps d'en parler parce qu'ici le temps est très strict, hein, peut-être pour certains orateurs, pas pour tous. La technique, donc le coq de combat. Pourquoi le coq de combat? Évidemment, c'est en étant au Mexique et donc en voyant que les charros précisément, mais aussi dans les milieux de jaripeo, qui est un milieu donc est un sport de monte de taureau pur, un peu à la manière du rodéo américain, mais plus violent dans la mesure où, enfin plus violent. Le rodéo américain est très très violent, mais violent pour l'homme. La plus violente pour l'animal dans la mesure où les hommes dans la monte de taureau mexicaine se tiennent avec des éperons crochés. Et immédiatement, j'ai fait la relation, en voyant la passion que ces gens en général avaient pour les combats de coq, par ailleurs, c'est au Mexique extrêmement populaire, hein, les combats de coq. Je faisais la relation entre la technique du maintien du monteur de taureau mexicain avec ses éperons crochés, qui se tient par les talons en fait, et les ergots métalliques que l'on attache aux pattes des coqs de combat pour donc un peu comme on aiguise
les cornes des taureaux dans le Guilan, eh bien, il y a comme ça une technique d'intensification de la force de combat du coq avec un ergot métallique qu'on attache sur sa patte. Alors, il est vrai qu'au Mexique, on est frappé aussi par l'omniprésence des volailles quand on travaille en milieu rural, poulet et dindon, le dindon mésoaméricain, le poulet hispanique, et leur importance rituelle dans les fêtes, dans les sacrifices, dans les danses matrimoniales. Dans le centre du Mexique, une danse matrimoniale traditionnelle qui consiste à danser avec un dindon vivant, on appelle le Xochipiltzahua. Et il y a plusieurs formes de ce type de pizza. Ouais. Et en même temps, les combats de coqs, qui sont là aussi, très omniprésents dans les fêtes de village, mais aussi dans les férias des villes, où il y a, comme à Tlaxcala, par exemple, le palenque, l'arène de combat de coqs, est construite juste à côté de l'arène de la charreada, donc de ce rodéo des élites dont je vous ai parlé. Alors, le coq de combat, lui aussi, est considéré comme un animal de caste. Il fait l'objet d'un élevage spécifique, donc lié à des croisements de races de coqs, et particulièrement agressifs, et fait l'objet aussi d'une plus-value particulièrement remarquable. Pour un coq, on trouve sur Internet des coqs de combat qui sont vendus jusqu'à 5 000 $ pièce, pour un coq, c'est quand même pas mal. Et également d'une représentation génétique qui l'apparente au taureau de corrida. Pour les éleveurs que j'ai pu interroger au Mexique, il y a vraiment une phraséologie et des concepts de l'élevage qui assimilent le coq au taureau bravo de la corrida. On trouve vraiment un petit peu le même sens. Alors, en même temps, le coq de combat au Mexique est d'origine étrangère. Et ce sont des croisements entre des lignées de pur sang qui viennent la plupart du temps des États-Unis, de Chine, des Philippines, et qu'importent les Mexicains pour agrémenter leur combat de coq. Et donc c'est une origine étrangère sur laquelle mon informateur tend à insister, qui oppose le coq de combat et le poulet de maison, quoi. Le poulet qu'on appelle le pollo criollo, dont mon épouse a un souvenir ému, parce que le poulet créole des maisons est particulièrement délicieux. Il est nourri avec ce qu'il trouve, et les restes vraiment les trognons de maïs, enfin, et alors que ce sont des poulets qui ont une chair presque sauvage, on dirait presque des faisans, et ils sont très, très, très savoureux. Par contre, le coq de combat, lui, n'est jamais mangé. Alors, c'est pas par peur d'un cannibalisme, mais tout simplement parce qu'il est bourré d'anabolisants et de produits pour le rendre encore plus agressif. Et donc, c'est un peu l'opposé du coq de ferme, du poulet de maison qui se promène dans la rue, dans les villages, etc., avec les dindons. Alors, en même temps, le coq s'oppose au dindon au Mexique, parce que cet animal domestique préhispanique, dont la chair compose les repas de fête, et qui sert aussi à une danse matrimoniale dans le centre du Mexique, donc qui a une valeur symbolique très forte, qui est une valeur d'ailleurs préhispanique, avant l'arrivée des Espagnols. Le dindon avait chez les peuples mésoaméricains une grande force symbolique. Eh bien, c'est curieux, mais les Mexicains qui adorent jouer, qui adorent faire jouer les animaux et qui n'ont pas peur de leur faire mal, eh bien, n'ont jamais cherché à faire du dindon un animal de combat, alors que le dindon est très agressif. C'est un animal très, 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 très agressif. Et donc, il n'entre pas dans le cadre de l'agone, contrairement au coq. Donc, le coq, en quelque sorte, est nécessairement le coq de combat, un animal de l'extérieur. Il ne se mange pas. Tandis que le coq criollo, le poulet criollo, le poulet de la maison, lui a été naturalisé, en fait. Il est devenu un animal mexicain, et lui, non seulement il se mange, mais il se mange avec délice. Voilà. Donc, je passe sur des détails que je voulais donner. Simplement, pour revenir à la relation entre le coq et le rodéo.
Je vous renvoie de manière très très vaniteuse à mes travaux, où vous pouvez trouver des détails là-dessus. Mais juste un détail ethnographique qui est extrêmement intéressant à mon avis, c'est qu'au nord de la Nouvelle-Espagne, donc ce qui était la Nouvelle-Espagne, hein, si vous voulez le Mexique d'avant 1848, chez les Indiens Pueblo et Navajo du sud-ouest des actuels États-Unis, il y avait un rite qui est attesté dès la fin du XVIIe siècle, qui consistait à célébrer le culte hispanique de Santiago, de Saint-Jacques, un saint guerrier et cavalier, par des danses avec un mannequin équestre et en même temps parce que le saint était supposé avoir tué un coq, il était honoré avec un jeu rituel, le chicken pool, qui était destiné à assurer la fertilité et la chance de tous les peuples indiens. On enterrait dans le sable jusqu'au cou un poulet que des cavaliers lancés au galop s'exerçaient à extirper du sol à la main en se penchant au passage de façon scabreuse sur le côté de leur monture. Celui qui accomplissait l'exploit était ensuite poursuivi et combattu par ses adversaires qui cherchaient à lui dérober la proie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, figurez-vous que le mot Navajo, Nahaoha, pour ce rite festif, est le même mot que les Navajos utilisent pour rodéo, pour parler du rodéo, qui est un sport très populaire chez eux. Donc il y a, si vous voulez, un rapport entre les animaux, entre ces animaux de combat, ces animaux qui sont à la fois des animaux de ferme, des animaux de rente et des animaux de loisirs, des animaux de jeu apparemment inutiles, mais symboliquement très fortement chargés. Et je peux répondre à vos questions si vous avez besoin de détails, parce que là, je coupe ma communication, j'en ai dit à peu près la moitié. Merci, mais je vais vous rassurer car sur la publication des actes, il verra intégralement reporté, alors ça ira. Je vous invite aussi à renvoyer les questions à la fin du débat pour permettre la prise de vue de tout le monde. Alors j'invite le prochain à me rendre visite ici. Il s'agit di Gianfranco Spitilli, che mi invito a raggiungermi. Gianfranco Spitilli, ricercatore al Centro Studi Don Nicola Iobbi, che ci parlerà degli usi cerimoniali di bovini in Europa, la rivista Orma numero 22 e i rituali dell'Appennino centrale. Grazie. Invito anche a lei alla capacità di sintesi. Grazie. La traduzione. Ha bisogno di parlo in italiano. Excusez-moi si je parle en italien parce que c'est compliqué pour moi exposer en français. Donc ringrazio chi mi ha invitato a questo convegno e in particolare Christian Dunoyer, a cui chiedo di aiutarmi per la traduzione. Non credo di fare in tempo a esporre tutto quello che avevo in mente, però vorrei partire dal contesto delle mie ricerche nel campo degli animali bovini. Qui vediamo appunto quello che è stato il mio contesto di partenza, che è una festa patronale nell'Italia centrale, la festa di San Zopito, dove c'è questo bue che viene addestrato a inginocchiarsi. È stata una ricerca monografica e a partire da questa ricerca monografica ho avuto, diciamo, la sensazione e il desiderio di estendere il campo delle ricerche in modo comparativo ad un'area un po' più vasta, per cercare di capire quali erano gli elementi che si nascondevano dietro questi rituali. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou quelqu'un a besoin de traduction? Ça va? Vado in italiano. In particolare diciamo che ho raccolto alcuni stimoli, la famosa espressione di Evans Pritchard, chercher la vache, per comprendere la cultura Nuer. Io potrei dire di averla tradotta in chercher le bœuf, perché, scusate, mi confondo tra italiano e francese, perché di fatto quello che ho potuto rilevare è che nell'Italia centrale la situazione è soprattutto legata ai buoi.
L'altro stimolo è stato un avvicinamento, diciamo, all'antropologia del Mediterraneo e a una espressione di Pete Rivers che diceva appunto che se c'erano degli elementi unitari da poter rilevare nel Mediterraneo erano l'onnipresenza degli ovini e dei bovini nelle religioni. E questo è stato un altro elemento da cui sono partito, ma poi ho cercato di capire un po' qual era la situazione europea. Da parte di questo contesto un altro stimolo per me molto importante è venuto da un contadino che ho incontrato più volte, che mi disse un giorno questa è la nostra festa, ma tu devi andare a vedere dove va a finire questa questione, quindi andare oltre e cercare di capire in modo un po' più ampio. Dunque il contesto generale della ricerca è stato un'area dell'Italia centrale un po' meridionale. L'area inizialmente per me era quella dell'Italia centrale, poi in realtà avendo tentato un censimento per capire l'estensione di questo fenomeno, cioè la presenza di animali bovini nelle feste religiose in particolare, mi sono reso conto che era una sorta di epidemia che non potevo immaginarmi, per cui in verità a un certo punto ho semplicemente messo un confine per non andare oltre, perché ho trovato una grandissima quantità di feste, la maggior parte tuttora esistenti con l'uso di animali, quindi la sostituzione non è avvenuta nonostante c'è stato il cambiamento c'è stata la meccanizzazione dell'agricoltura, ma questi animali sono rimasti nelle feste esclusivamente per svolgere i rituali. Quindi ho fatto un censimento e sono arrivato a identificare circa un 95 feste in quest'area che possono anche essere classificate per tipologie, perché per tipologie areali, perché ci sono veramente delle zone dove prevalgono certi rituali più che altri, e adesso vedremo quali. In generale però potrei dire che rispetto al contesto europeo forse sarebbe opportuno parlare di rituali con bovini, perché in effetti la categoria onnicomprensiva di questi rituali è quella del bovino e non tanto del toro, che è un sottoinsieme della categoria bovina, così come le vacche, come i vitelli o le vitelle. Come ho detto prima, in questo caso nell'Italia centrale la prevalenza è assolutamente quella del bue, e dunque questo va anche a incidere ed è legato al tipo di identificazione che c'è tra l'uomo e l'animale, perché si crea un rapporto di omologia, possiamo dire, quindi toro-toro, bue-bue, oppure di trasfigurazione che va soprattutto nella direzione di bue verso il toro. Le tipologie che ho potuto rilevare sono diverse. Uno degli interrogativi che mi ponevo era quello di cercare di capire se l'uso dell'animale fosse solo strumentale, cioè essendo un animale usato in passato per il lavoro e per il trasporto, semplicemente veniva tradotto nelle feste con questa funzione. In verità non è così, perché il bovino nelle feste compie tutta una serie di azioni rituali assolutamente costruite per il rito, ad esempio le corse con i carri, oppure la tracciatura di solchi, ma solchi che sono rituali e non chiaramente solchi del lavoro agricolo, la caccia, oppure la lotta anche, l'inginocchiamento e la partecipazione a processioni, ma con una forte identificazione con il santo, quindi non è semplicemente un trasporto di carri, ma è proprio un avvicinamento al santo che viene peraltro sancito dalle leggende di fondazione. Per l'appunto l'elemento ricorrente in queste feste è che c'è una leggenda
molto frequentemente, in cui viene definito il rapporto tra il santo e l'animale. Il bovino è onnipresente nelle leggende agiografiche o nelle leggende di fondazione di culti, sì, in genere sono leggende agiografiche. Quindi lo stretto rapporto tra animale e santo è un fattore ricorrente. Direi di più, che le leggende sono in maggioranza rispetto ai rituali, cioè ci sono anche molti casi di leggende che poi non hanno dato vita o comunque nei quali la dimensione rituale si è perduta, però sono in assoluto la maggior parte con una relazione tra animale e santo. Un obiettivo che mi sono posto era innanzitutto quello di uscire da un certo modello arcaizzante della religione contadina, che ho ritrovato in molti tentativi di analisi di questi rituali, soprattutto quello della squalificazione pagana, cioè partire subito con un salto epocale di secoli per attribuire la presenza di animali alla resistenza di rituali precristiani o comunque pagani rispetto alla religione cristiana. Quindi l'altro elemento è stato quello di cercare di considerare la dimensione pienamente cristiana di questi rituali, o almeno di capire quali fossero i rapporti, perché siamo in un contesto cristiano-cattolico, perché appunto l'animale è onnipresente all'interno di questo sistema, perché il cristianesimo ha avuto molte evoluzioni e anche il rapporto all'animale, ci sono state molte evoluzioni che dobbiamo cercare di leggere in uno spettro temporale abbastanza ampio per capire anche qual è il rapporto attuale con l'animale rispetto ad esempio a 300 anni fa, quando gran parte di queste feste in realtà si sono strutturate nella forma attuale. In questo senso ho trovato molto stimolo da alcune lavori di antropologia, in particolare della scuola di Tolosa, ma anche dal lavoro di molti storici. Mi viene in mente Peter Brown quando parla di impossibilità del modello a due piani, o quando Gurevich parla di circolarità, trattando di questi elementi della cultura cristiana e della cultura contadina. Oppure penso a Carlo Ginzburg quando parla della conquista delle campagne, cioè di quel fenomeno che è stato soprattutto diffuso dopo il Concilio di Trento e che ha radicalmente cambiato o comunque indirizzato tutta la dimensione rituale, almeno dell'Italia centrale, sicuramente dell'Italia in generale. E cioè quello che è avvenuto è che attraverso una serie di missioni, di predicazione, di connessioni sempre più strette, questi elementi, forse prima presenti, sono provenienti da altri sistemi religiosi, sono man mano stati assorbiti completamente. In Italia, in particolare in quest'area, un modello di riferimento molto importante è stato il modello leggendario garganico, e cioè un modello leggendario in cui un bovino, in questo caso un toro, viene inseguito dal suo padrone e scappa, finisce in una grotta e il padrone, per cercare di prenderlo, lancia una freccia e questa freccia non colpisce il toro ma torna verso di lui, ma nel momento in cui avviene questo atto, questo toro sembra effettivamente essere impregnato di qualcosa di diverso e assume anche dei tratti iconografici che poi si ritrovano in altre leggende, in altri contesti, che ci fanno pensare che c'è una sorta di identificazione tra il San Michele e il toro. Questo processo di identificazione è stato quello che un pochino mi ha guidato
nell'analisi poi successiva, perché in questo insieme di feste io ho scelto dei rituali, in particolare corrispondenti facendo attenzione a focalizzare il ruolo del bovino nell'azione e quindi considerando il bovino come un mediatore che si situa esattamente tra il santo e l'uomo e quindi svolge una funzione di comunicazione tra queste due dimensioni. Sono partito appunto dal primo binomio, che è quello santo-bovino, e in questo ambito di feste ho potuto rilevare che si procede da una maggiore identificazione, quasi appunto un'assimilazione tra animale e santo, a una congiunzione che è quella che avviene in un certo insieme di feste. Io ve le faccio vedere magari man mano. Questa per esempio è la festa della Vitella della Croce di Pastena, che è un paese in provincia di Frosinone. È un rito del maggio. In realtà quello che succede è che si riproduce praticamente la leggenda del ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena, e ci sono tutta una serie di identificazioni. La vitella è praticamente identificata con la santa che va nel bosco, in questo caso, e presiede a tutto il cerimoniale dell'individuazione del taglio dell'albero, che è identificato con l'albero della croce, che poi viene riportato in paese, tra l'altro attraverso un sistema che utilizza anche delle vacche per il trasporto, ed è veramente una sorta di ritorno annuale di questa croce, che di fatto è custodita poi come reliquia all'interno della chiesa del paese. Un assetto simile alla festa di Sant'Urbano, dove questo vitello, che viene allevato per circa un anno, in realtà nella dimensione rituale va a riprodurre quello che avvenne nella leggenda di fondazione, e cioè il salvataggio di questo villaggio attraverso uno stratagemma suggerito in sogno dal santo, che appunto spinse la popolazione e i soldati a simulare di essere una enorme quantità, muovendosi in un modo particolare in questo spazio. E oggi è questo vitello che di fatto guida il movimento all'interno della piazza, e dando l'impressione appunto di una grande moltitudine. Ci sono il secondo livello, diciamo, di relazione è quello appunto della congiunzione, cioè gli animali e il santo compongono un'unità formale, ma non sono identificati. Quindi in questo caso è la corsa dei carri a Portocannone in Molise, dove abbiamo una riproposizione della leggenda di fondazione di questa comunità, secondo la quale un carro portando un'icona della Madonna di Costantinopoli percorse uno spazio di questo territorio. A un certo punto iniziò a correre verso una collina e si fermò su questa collina, quindi su questa collina fu edificato il villaggio, fu edificata la chiesa, e tutti gli anni queste comunità costruiscono con grande fervore una competizione nella quale ci sono dei carri che di fatto si contendono di essere il carro leggendario, tant'è che il giorno successivo nella processione chi vince la corsa ha il diritto di portare la statua del santo. Un fenomeno simile possiamo riscontrarlo a San Pardo, nella festa di San Pardo a Larino, dove anticamente c'era anche una corsa. Oggi c'è piuttosto una successione infinita di carri che si articola con una gerarchia molto complessa, nella quale il primo carro è quello che ha il diritto di portare il busto del santo, che arrivò, secondo la leggenda, in paese sempre portato da un carro di buoi, che si impuntò a un certo punto e fece diverse azioni, tra le quali nascere una sorgente
inginocchiarsi e poi appunto decidere il posto dove fermarsi. Questa è la festa invece che ho studiato più di tutte ed è appunto rappresentativa di un altro gradino ancora, cioè quello della distanziazione, della prossimità, ma della distanziazione, cioè si differenziano gli elementi, non sono più un corpo unico. In questa leggenda io ho chiamato questa categoria dei buoi devoti, cioè quegli animali che riconoscono prima dell'uomo la presenza del santo e quindi suggeriscono che c'è questa presenza. Difatti nella leggenda di Loreto, quando le reliquie del nuovo santo arrivarono in paese, fu un bue che si fermò al posto del contadino, si inginocchiò e quindi segnalò la presenza del santo. Di fatto oggi viene riproposta una processione nella quale l'animale è addestrato a inginocchiarsi e si inginocchia davanti a tutte le chiese del paese. È praticamente lo stesso modello che possiamo osservare nella festa di Bacugno, dove c'è il toro di Santa Maria, detto toro, ma appunto anche in questo caso non è un toro ma è un bue che viene pensato come un toro, e che fa una processione in cui si ricongiunge con l'immagine della Vergine e poi compie 3 inginocchiamenti davanti alla chiesa quando la statua è tornata davanti al portone. Un completo distanziamento invece avviene quando abbiamo questi solchi rituali che vengono fatti oggi parzialmente con i bovini, ma questo è un caso di sostituzione invece in cui il trattore è entrato in scena e ha preso il posto degli animali, se non per un breve tratto iniziale dimostrativo in cui appunto ancora si utilizzano i bovini. Rispetto a questo, l'ultima, ma è una festa un po' diversa che appartiene al carnevale, mi interessava perché mi introduceva un altro elemento, cioè quello dell'identificazione tra l'uomo e l'animale. In questo caso è un animale finto, ma è come se fosse vero, perché di fatto c'è tutto un apprendimento che viene svolto nel corso della preparazione alla festa, per cui la persona che sta dentro questa carcassa deve idealmente comportarsi come un toro. Stranamente in questo caso il processo è di inversione nell'altra direzione, perché viene chiamato bue finto e invece si comporta praticamente come un toro. Adesso non posso descriverlo, ma quello che mi interessa era mostrare questo, cioè in questo insieme di feste possiamo dire che ci sono due linee direttrici che vanno in senso contrario, cioè quando l'animale è talmente vicino al santo da essere praticamente identificato con il santo, l'età dell'animale è la più bassa, quindi c'è la minore vicinanza con l'uomo, e avviene il consumo rituale, cioè questi animali vengono uccisi e vengono divisi dagli organizzatori delle feste. Quando c'è un'identificazione con il carro, quindi un'unità con il santo, che però non è una totale assimilazione, assistiamo a una sostituzione frequente degli animali nella festa, anche in base agli eventuali infortuni che possono intercorrere, e il consumo è totalmente occasionale, può succedere ma è molto raro. Nel caso invece dell'identificazione con l'animale leggendario, gli animali sono tenuti a lungo, in passato erano tenuti più a lungo perché erano praticamente gli animali con cui si lavorava, oggi invece vengono acquistati e utilizzati soltanto per la festa, e c'è in generale un rifiuto, soggezione a pensare di potersi cibare di questi animali. Mentre nelle feste in cui l'animale svolge praticamente un'azione che è molto prossima a quella svolta nel quotidiano, cioè l'aratura, di fatto era un animale di lavoro, quindi c'è la totale interdizione rispetto all'idea di poter mangiare questo bovino.
questo avviene anche rispetto all'uccisione, perché c'è un momento in cui comunque gli animali devono essere cambiati. In questo schema ho rappresentato un po' il fatto che c'è una distanziazione dell'uccisione, cioè chi ha allevato l'animale non vuole sapere neanche bene dove va a finire e come va a finire, e quindi viene affidato a terzi e viene venduto al di fuori delle comunità. E non so quanto tempo ho, ma volevo dire ancora qualcosa sulla festa di Loreto a Prutino. Un video è impossibile, avevo pensato anche di far vedere un video, ma non è possibile. Quello che mi interessa è che diciamo, nel rapporto uomo-bovino, ad esempio a Loreto a Prutino, ma in tutte le feste, la trasformazione di un animale ordinario in un animale leggendario passa attraverso tutta una serie di pratiche molto complesse di addomesticamento, che sono, e qui ricordo Jean-Pierre Digard, sono un addomesticamento circolare e permanente, perché non è mai un fatto totalmente acquisito, cioè è necessario ogni anno ripetere determinati esercizi, ripetere determinate pratiche per portare il bue ad essere in grado di inginocchiarsi nel momento opportuno. Non solo, ma questo è un processo di domesticazione reciproca, perché di fatto dai racconti e da quello che si intende si capisce che le persone che sono molto vicine agli animali si avvicinano in qualche maniera, c'è una sorta di dispositivo sensoriale condiviso, per cui c'è una domesticazione reciproca che avviene per poter comunicare in maniera efficace. Tant'è che a Loreto i gradi della domesticazione e della qualità dell'addestramento sono diversi, vanno da una maggiore coercizione fisica a un maggiore contatto fisico, che è il grado più basso dell'addestramento, a una estrema specializzazione che si va a situare semplicemente nel comando vocale. Quindi ci sono stati allevatori nella storia di questa festa che sono riusciti, e non è molto frequente, a comunicare soltanto con la voce il momento dell'inginocchiamento, il momento in cui l'animale doveva invece risollevarsi, perché anche questo è codificato e deve corrispondere a un tempo preciso. C'è un buon inginocchiamento, un cattivo inginocchiamento. L'inginocchiamento deve essere naturale, deve durare per tutto il tempo necessario, non si deve rialzare subito, e in particolare in occasione della processione del santo deve avvenire in corrispondenza del passaggio della statua. Quindi è una pratica molto, molto raffinata, che si ottiene attraverso una maestria del controllo dell'animale. Penso di avere pochissimo tempo. Posso dire, volevo aggiungere qualcosa rispetto a questa rivista che stiamo preparando, e che è un pochino la sintesi di alcune di queste ricerche. E qui siamo arrivati in un altro contesto, che è la Romania, dove esistono appunto delle feste di Pentecoste con animali bovini, e in questo volume in preparazione, dove anche Cristian ha dato un contributo, abbiamo cercato un po' di dare un'immagine complessiva dei rituali, almeno in una parte dell'Europa, e forse anche come idea quella di sviluppare un convegno congiunto, e poi quindi degli atti congiunti dove possano confluire contributi provenienti anche da altri contesti. Direi che il tempo non c'è più, quindi più o meno ho cercato di sintetizzare. Grazie. Grazie, anche qui rinviamo eventuali domande in seguito, così riusciamo a recuperare il tempo. J'invite Isabelle Harpin à nous rejoindre, merci. Sociologue du centre IRSTEA de Grenoble, qui nous parlera de l'élevage de montagne et un sport de combat.
Bonjour à tous et merci. Je voulais remercier les organisateurs pour commencer, de m'avoir permis de réfléchir à ce phénomène des combats de vaches. Je vais tout de suite préciser que je ne suis pas une spécialiste ni des combats de vaches, ni même de l'élevage. Et en fait, j'ai observé ces combats depuis les marges. Et le regard que j'ai porté sur eux pour préparer cette intervention est en quelque sorte doublement décalé. D'abord parce que, comme sociologue, j'ai essentiellement travaillé sur les rapports aux animaux sauvages, notamment les chamois et les bouquetins. Et ensuite parce que je suis originaire d'une vallée qui est toute proche, une vallée voisine du Val d'Ost, la Haute-Tarentaise, où il n'y a pas de combat de vaches. De race tarine ou abondance, les vaches y sont avant tout élevées pour leur capacité à produire du lait, presque intégralement transformé en un fromage à haute valeur ajoutée qui est le Beaufort. Et puis pourtant, depuis plusieurs années, des combats de vaches sont organisés au col du Petit Saint-Bernard, donc entre Val d'Ost et Haute-Tarentaise. Les éleveurs qui amènent leurs vaches à ces combats sont essentiellement, sinon exclusivement valdôtains, mais des éleveurs tarins viennent eux aussi assister aux compétitions et manifestement ça les intéresse, ils apprécient. Et c'est un petit peu à ça que je devrais réfléchir. Pourquoi ces éleveurs tarins qui élèvent des vaches de race tarine ou abondance viennent à ces combats de vaches? Pourquoi ça les intéresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je voudrais proposer ici l'hypothèse selon laquelle ces combats permettent de cultiver et de mettre en scène des valeurs qui comptent pour les éleveurs, quand bien même ils ne les mettraient pas eux-mêmes directement toujours en pratique. Alors quels éleveurs? D'abord ceux qui élèvent des vaches de combat, mais aussi les éleveurs tarins et une partie du public. Et quelles valeurs? J'en ai identifié 4. La combativité, évidemment, la sociabilité, dont nous avons déjà beaucoup parlé ce matin, une valeur esthétique, la beauté de l'animal, peut-être aussi la beauté du combat, et une valeur éthique, une forme de respect de l'animal. Et je vais passer en revue assez brièvement chacune de ces 4 valeurs. Il y aura plus de détails dans mon texte. Alors la combativité. De manière assez évidente, les combats de vaches glorifient et théâtralisent la combativité des animaux. La victoire revient évidemment aux meilleures lutteuses, tandis que celles qui perdent le combat ou adoptent une attitude de soumission sont éliminées. Mais au-delà de la combativité des animaux, c'est aussi celle des hommes qui est célébrée, car, on l'a déjà dit ce matin, les qualités qui sont attribuées aux animaux rejaillissent sur leurs éleveurs. Et de fait, même si elles sont sélectionnées sur les qualités de lutteuses de celles qui les ont précédées, les vaches ne naissent évidemment pas prêtes à s'affronter et à remporter des combats. Elles le deviennent après avoir été entraînées par leur éleveur. C'est donc une équipe préparée à lutter qui se présente sur l'arène. Participer au combat en y amenant ses vaches et peut-être même simplement en y assistant, c'est dire que l'élevage de montagne est un sport de combat. Alors un combat contre quoi? Premièrement, contre l'idée que l'élevage de montagne est une survivance du passé, que ce métier n'est plus possible, que c'est fini, va s'arrêter. Les éleveurs de montagne, comme d'autres, mais plus peut-être que d'autres, ont vu la plupart des gens autour d'eux arrêter cette activité, qui était aussi un mode de vie avec les animaux et avec les vaches en particulier. Dans les années 70 encore, quand j'étais enfant, il y avait des vaches dans la plupart des maisons. L'odeur caractéristique du foin l'été, des bêtes l'hiver flottaient dans les ruelles. Les animaux et les vaches tout particulièrement étaient alors véritablement domestiques, au sens où elles faisaient partie de la domousse. Sauf exception, les anciennes écuries, c'est le mot aussi qu'on emploie chez moi, à l'arrière des maisons ont progressivement disparu et elles ont été remplacées par des bâtiments qui se trouvent à la périphérie des villages. En quelques décennies, les éleveurs ont vécu la fin de ce qu'Amoudru a appelé la civilisation de la vache, la fin d'une communauté paysanne. Et certains de ceux qui ont choisi de rester éleveurs l'ont fait avec le soutien moral et matériel de leur famille, mais d'autres ont dû imposer ce choix à leur entourage, au moins au début, et même s'ils ont ensuite bénéficié d'une aide matérielle ou financière. Pour illustrer ce point, je vais brièvement revenir sur l'histoire de ma commune et de ma famille paternelle, qui avait et qui a d'ailleurs toujours une montagne, juste en dessous du col du Petit Saint-Bernard. Donc c'est tout près d'ici, on passe le col du Petit Saint-Bernard et tout de suite après, on tombe sur cet alpage. Et jusqu'au début des années 90, mon grand-oncle avait là un troupeau de vaches laitières. Il fabriquait du Beaufort et des tomes. Et depuis lors, c'est un cousin qui monte un troupeau de moutons depuis le bas du département de la Savoie. Depuis quelques années, des vaches allaitantes. Donc l'élevage est toujours présent, même s'il n'y a plus de vaches laitières, même s'il n'y a plus de fabrication de fromage. Et pourtant, dans la famille, j'ai toujours entendu le même discours. L'agriculture, c'est fini, il n'y en aura plus, c'est plus possible, c'est pas assez rentable. Les éleveurs qui restent, c'est pas des vrais éleveurs, ils travaillent à la station, etc. Et donc mon cousin s'est cependant installé, malgré ce discours, initialement contre la volonté de ses parents, qui avaient choisi, eux, une autre voie. Il a aujourd'hui un peu plus de 50 ans et il tient sensiblement le même discours que la génération précédente. C'est fini, on n'y arrivera plus. Bon, maintenant il y a le loup, etc. Bon,
D'autres arguments, mais toujours le même discours, c'est fini. Et pourtant, un de ses 2 fils est lui aussi dans l'élevage. Et des trajectoires très similaires s'observent dans plusieurs autres familles de la commune. Des jeunes s'installent, certains en vaches, d'autres en moutons, quelques-uns en chèvres, en dépit de l'annonce répétée depuis maintenant plusieurs décennies de la disparition imminente et inéluctable de l'élevage. Devenir éleveur ou devenir éleveuse en montagne, c'est lutter contre une forme de prophétie de malheur. Alors, première forme de combat. Deuxièmement, un combat contre la pénibilité du travail et l'épuisement. C'est particulièrement vrai pour les alpagistes qui doivent se lever pendant une centaine de jours, vers 3 heures du matin, pour faire la traite par tous les temps. C'est vrai aussi pour les éleveurs qui font les foins pendant une bonne partie de l'été et qui tombent parfois littéralement de fatigue. Malgré la mécanisation et l'amélioration générale des conditions de logement, la vie reste dure et elle reste en tout cas plus dure que celle des voisins. Et troisièmement, les éleveurs, ils doivent aussi lutter contre ces voisins, justement. Soit les gens du lieu qui ont abandonné l'élevage il y a plus ou moins longtemps, soit les résidents secondaires qui supportent mal la proximité des vaches, la proximité du fumier, du lusier ou bien celle des mouches. Enfin, combat contre la solitude. Je n'ai pas de chiffres à avancer, mais beaucoup de ceux que je connais, j'en connais quelques-uns, sont célibataires ou divorcés. Ceux qui vivent en couple sont souvent seuls à travailler sur l'exploitation, au moins pendant une partie de leur carrière, au moins pendant une partie de l'année. La plupart du temps, ils doivent affronter seuls les difficultés et les incertitudes de tous ordres. Ça, c'était pour la combativité. Je passe maintenant à la deuxième valeur que j'ai identifiée, la sociabilité. D'abord, on l'a bien vu, notamment dans l'intervention de Christiane Dunoyer ce matin, l'organisation des combats, elle suppose et elle réclame une coordination entre éleveurs pour fixer le calendrier, installer les arènes temporaires, créer des arènes permanentes, se lier aux acteurs touristiques pour diffuser l'information, etc. Alors les éleveurs, évidemment, ils doivent collaborer en d'autres occasions, par exemple lorsqu'ils montent les bêtes en alpage ou lors de la démontagner, pour installer ou déplacer les parcs, pour les comices agricoles, etc. Mais il s'agit là d'événements qui sont plus discrets que les batailles de vaches, qui sont désormais largement annoncés, publicisés, médiatisés, et qui rendent visibles les éleveurs comme un groupe social, comme une communauté, à des centaines de spectateurs, voire à des milliers dans le cas du Valais. Ensuite, participer à ces combats de vaches, c'est reconnaître et affirmer la dimension sociale du troupeau, qui n'est pas appréhendé comme une somme d'individus, mais comme un ensemble organisé, hiérarchisé, où s'expriment des rapports notamment de dominance et de leadership entre les individus. La reine des cornes, c'est celle qui dirige le troupeau, qui le gouverne, qui lui donne une direction. Les combats affirment que la vie d'une vache prend sens dans un collectif complexe, en mouvement et en évolution, il faut les rejouer chaque année, où les rapports entre individus se sont constamment négociés. Les vaches disposent d'autres moyens de se faire une place dans le troupeau, mais leurs cornes jouent un rôle majeur dans l'établissement de leur rang et de leur statut social. C'est bien en jouant de leurs cornes que les vaches dominent leurs congénères et qu'elles peuvent devenir reines. Ce rôle social de la corne, pour reprendre l'expression d'Yvonne Preiswerk, elle dépasse la communauté bovine pour s'exercer dans une communauté qu'on peut qualifier de mixte, de domestique ou d'hybride, pour reprendre des termes qu'on trouve dans la littérature, et qui englobe à la fois des vaches et des humains. C'est aussi la sociabilité des seconds, les humains, qui se joue à travers les combats des premières. Les éleveurs, les villages, les vallées et de plus en plus les pays alpins transfrontaliers, on le voit avec le combat de l'espace Mont-Blanc, se rencontrent et se confrontent par vaches interposées. Les relations entre les vaches et les éleveurs, et entre les éleveurs, sont ensuite longuement racontées, commentées, discutées. Les combats de vaches correspondent, je pense, à une certaine manière de faire société et viennent satisfaire le goût si prononcé de la prise de parole et du théâtre qui se rencontre dans les hautes vallées alpines. Créta écrivait quelque chose que je crois assez vrai, il y a un lien essentiel entre reine et parole. Alors, des liens se nouent également avec les générations antérieures, là aussi de vaches et d'humains. Les vaches sont sélectionnées en fonction des qualités de lutteuses de leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, et même si les combats de vaches sont un bon exemple d'invention de la tradition, ils permettent aux éleveurs, à la fois de plus en plus connectés et de plus en plus isolés d'aujourd'hui, de s'inscrire dans une filiation. Pour récente qu'elle soit, en tout cas dans bien des endroits, l'organisation de batailles de vaches contribue à l'établissement d'une sorte de continuité entre les paysans montagnards d'autrefois et les éleveurs d'aujourd'hui, par-delà les mutations survenues dans les pratiques et les identités professionnelles. J'arrive aux 2 dernières valeurs que j'ai identifiées, les valeurs de beauté, la valeur de respect et de soin de l'animal. Bon, les éleveurs, nous le savons tous, sont très sensibles à l'esthétique de leurs bêtes. On en a eu de nombreux exemples ce matin. Ils ne les élèvent pas seulement pour qu'elles produisent du lait, de la viande ou des combats, il faut aussi qu'elles soient belles. Leurs cornes, par leur forme et leur longueur, contribuent pleinement à cette qualité esthétique.
Certains cherchent à améliorer leur aspect, là aussi nous l'avons vu en les modelant. Ils peuvent par exemple les resserrer à l'aide d'un fil de fer si elles sont trop évasées, et ils serrent davantage le fil d'un côté si les cornes ne sont pas d'emblée symétriques. Avoir des vaches avec des cornes, ce n'est pas seulement avoir de belles bêtes. En Haute-Tarentaise, où de plus en plus de vaches sont conduites en stabulation libre et doivent donc être écornées, les éleveurs qui ne veulent pas aller vers la stabulation libre, qui rejettent ce choix, voient dans la corne un organe indispensable à l'être bovin qui contribue à son intégrité. Une vache sans corne, c'est pour eux une vache qui est non seulement vilaine, ils disent par exemple elle ressemble à rien, ces pauvres bêtes, mais qui a été mutilée. Ils défendent une certaine conception du rapport à la vache qui met en avant le respect et le soin qu'on lui doit. Un éleveur m'avait expliqué avoir refusé de vendre une génisse à un collègue qui avait écorné celle qu'il lui avait achetée l'année précédente, et il avait dit « c'est pas question qu'il ait ma génisse pour qu'il me l'estropie comme l'autre ». Cette position, elle est sans doute aujourd'hui marginale en Haute-Tarentaise, mais elle traduit la permanence d'un rapport éminemment sensible à l'animal, sensible en ce qu'il engage à la fois les sens et les sentiments. Les éleveurs qui sont passés à la stabulation libre et qui ont donc écorné leurs vaches font valoir que les vaches qui sont encornées sont attachées court tout l'hiver, tandis que les leurs se déplacent sans contrainte. Bon, on peut difficilement savoir l'option que préféreraient les vaches si elles pouvaient choisir, si elles préféreraient être contenues la moitié de l'année en stabulation entravée et conserver leurs cornes, ou pouvoir se déplacer plus librement et avoir été écornées. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il existe des conceptions divergentes du bien-être des vaches et que ces conceptions s'affrontent. Assister à des batailles de vaches peut permettre d'exprimer un attachement à des valeurs esthétiques et morales que l'on défend, ou bien auxquelles on a renoncé, mais plus ou moins malgré soi. Enfin, participer à des combats de vaches est un moyen d'exprimer que des critères comptent autant, voire plus que le rendement. La stabulation libre est un mode d'élevage qui s'est rapidement répandu ces dernières années en Haute-Tarentaise. C'est un signe de productivité, de progrès, qui est régulièrement présenté comme allant dans le sens de l'histoire. Élever des vaches de combat, on l'a vu, ne signifie pas nécessairement s'opposer à la productivité. Mais cela signifie sans aucun doute que la productivité n'est pas la mesure de tout, que d'autres critères comptent au moment de décider quelles femelles on va conserver et comment on va les conduire. C'est une manière d'affirmer quel type d'éleveur on veut être, quelle relation on veut avoir avec ces vaches, à quelle communauté on veut appartenir. En plus d'un spectacle et d'une fête, les éleveurs tarins peuvent trouver dans les combats de vaches auxquels ils viennent assister une façon de reconnaître et d'affirmer, ne serait-ce que par procuration, l'existence d'autres objectifs que la productivité. Le passage à un élevage davantage orienté vers la production, qui se manifeste notamment dans l'écornage des vaches, induirait, au moins chez certains, une insatisfaction, un malaise ou des scrupules qu'il chargerait les vaches de combat de combler. C'est l'hypothèse que formule également Bernard Creta, et là je cite, « Dans un monde axé sur la productivité, on pourrait croire à la gratuité. Dans une pensée axée sur le rendement et le développement, on réinvestirait la symbolique du don. » Et il ajoute, dans un univers civilisé où il faut demeurer gentil-joli, c'est un Suisse qui écrit, on n'écrirait sans doute pas la même chose en Haute-Tarentaise, on pourrait, à travers le combat des vaches, libérer les passions non domestiquées. Le succès des combats de vaches tiendrait alors en partie à leur capacité à conserver, à formaliser et à théâtraliser un attachement ambigu à des valeurs auxquelles on tient, sans pouvoir ou vouloir toujours les mettre soi-même en pratique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je remercie Isabelle, surtout aussi pour sa rapidité. Il nous permet de rejoindre un peu de temps. C'est le moment pour un peu de débat aussi pour les intervenants précédents. Si vous avez des questions à poser ou des réactions, je ne sais pas. Pas de questions? Oui.